grand bonjour à tous, mesdames et messieurs, à l'image de ce bonhomme de neige qui tient, la matinale tient toujours, mesdames et messieurs. Bienvenue en ce dernier jeudi de l'an 2018 pour ce quatrième rendez-vous de la semaine. Alors aujourd'hui, on aura bien sûr dans notre besace beaucoup de bonnes choses à aborder, notamment au niveau de la thématique. On va parler des enfants, de leur sécurité lors de l'ingestion de certains aliments. Mais ce n'est pas tout, il y aura beaucoup de bonnes choses dans le conducteur et aussi à mes côtés, une personne ravissante avec qui je décortique chaque jour la matinée. Bonjour Alix. Bonjour Marco. Ça va bien? Bonjour à la Fatigué? maison. Oui, ça va. On tient encore. Il reste que 4 petits jours avant la fin de cette année 2018. On tient et on tiendra encore jusqu'à la fin de cette saison parce que c'est un plaisir d'être avec vous tous les matins. Alors, pour le programme, on a parlé de la thématique avec Marco. On parle aussi aujourd'hui d'actualité. L'usage de la graphologie dans le quotidien, on sait que cette science-là permet quand même de faire des enquêtes, notamment dans le système de la criminologie, mais pas que. Donc on va décortiquer avec notre expert en la matière, M. Yao Bertin. Et puis parlant d'experts, justement, un autre sera sur notre plateau, c'est bien sûr M. Cédric Lombardo, le monsieur développement durable de cette antenne. Il viendra nous faire un peu le bilan. 2018, on avait déjà entamé ce genre de bilan l'année passée. Cette année encore, rebelote. Et donc il va nous parler de tout ce qui a rythmé l'actualité environnementale et développement durable pendant que Régis Kofi s'installe. Et aujourd'hui, c'est jeudi, vous êtes habitués maintenant. On recevra avec grand plaisir nos partenaires de l'ANAGED. Monsieur Akishi, le directeur de la communication et des affaires extérieures de l'ANAGED, nous parlera bien sûr du nouveau mode de gestion des ordures ménagères sur le territoire. Et puis sur notre territoire ici, on va célébrer la nouvelle année et dire bye bye à l'ancienne, à notre manière, à la RTI avec Bonjour 2019, l'émission éponyme par excellence de cette fin d'année, de chaque année qui s'achève. Une idée de Monsieur Yaya Sanogo que nous saluons de façon différente ce matin, qui a pris depuis le début des années 2000 et qui fait un grand chemin. Bonjour 2019 avec des nouveautés, avec des articulations. On va en parler peut-être. Si vous êtes gentil, si vous êtes bien aimé, on a une petite surprise pour vous. Mais avant, aujourd'hui, nous célébrons les... Aujourd'hui, nous célébrons les Saint-Jean de l'Évangile, donc les prénommés Jean, Django, Fabiola, Jeanne, Gimona. Django? Oui, Django, voilà. Comme Fabiola, j'aime bien Fabiola. Ah oui, ça me plaît? Elles sont toujours belles, les Fabiola. D'accord. Donc, pour la prochaine petite fille, ce sera Fabiola, d'emblée. Trop de filles, mais un garçon. Aïniaïs, Aïban, Aïnoïn, Aïnoïs, Ivan... Ivan. Il y a Giovanni aussi. Giovanni Sio. Giovanno, il y a Lanis. Alors, joyeux anniversaire à toutes ces personnes qui sont nées. On va initier un truc, Alexa. D'accord. Appeler des gens directement qui fêtent l'anniversaire. Ça ah va oui, faire ça serait bien, top. quoi. Hein. Et puis Nessie, qui est notre passe-partout, vraiment, ne va pas se contenter de passer seulement une fois en passant, mais il va passer tout le temps maintenant. Ce serait bien pour l'année 2019. Vous emmenez simplement les numéros peut-être téléphone, inbox. Ou bien aller même taper à la porte et puis, surprise, ce matin, mon heure. Pourquoi pas? Pourquoi pas? On va bien y penser, on a encore du temps. Aujourd'hui, nous célébrons en ce 27 décembre une personnalité qui a bouleversé de façon positive l'histoire de la médecine, de la science. Louis Pasteur, chimiste et biologiste français, est né un 27 décembre 1822, Alix. Exactement, on le connaît bien sûr dans le domaine du vaccin contre la rage. Le 27 décembre 1948, naquit Gérald Depardieu, un acteur français. Voilà. Sa nationalité maintenant un peu oui, il est un peu ambigu, côté russe, peu russe des fois, un peu belge aussi des fois. Mais cela n'enlève rien à son talent d'acteur. Amadou Kourouma, artiste écrivain de notre beau pays qui dit, et c'est la pensée du jour, prévenir la trahison, débusquer le faux ami, le jaloux parent, le traître avant qu'il inocule son venin est une opération aussi complexe que de nettoyer l'anus d'une hyène. Ça, c'est Amadou Kourouma, grand écrivain. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Il est 6 heures. Dans quelques secondes seulement, Régis Kofi est avec nous et on est très heureux de l'accueillir. C'est le Flash, c'est parti. Bonjour à vous, Alix et Marco. Madame, monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre dans cette édition. Les cliniques privées annoncent une augmentation de 20% sur les différents tarifs de prestations. Ce nouveau barème sera désormais appliqué dès janvier 2019. Davis Oyo, Walter Amadou.
À partir du 1er janvier 2019, le nouveau barème des prestations dans les cliniques privées rentre en vigueur. 12 000 francs CFA, les consultations générales pour les mutuelles et 15 000 francs pour l'Association des sociétés d'assurance de Côte d'Ivoire. 14 000 francs, les consultations des spécialistes et 17 500 francs pour les sociétés d'assurance de Côte d'Ivoire. Une augmentation d'environ 20%. C'est une décision des associations des cliniques privées de Côte d'Ivoire. Nous, organisations professionnelles, la loi nous dit que nous avons obligation de fixer les tarifs et de les communiquer au Conseil de l'ordre. C'est ce que nous avons fait. Et la loi du Conseil de l'ordre, vous avez obligation, si vous les validez, de les publier. L'ordre l'a validé, l'ordre a publié. La loi nous dit que dès que le moment où l'ordre a publié, ça devient obligatoire, ça s'impose à tout le monde. Ce n'est même pas une augmentation. Nous voulons seulement appliquer les coûts que nous avons décidés de façon consensuelle depuis 1998. C'est quoi? On a dit simplement que le généraliste va passer de 12 000 à 15 000, que le spécialiste va passer de 15 000 à 17 500. Les sociétés d'assureurs nous ont demandé de leur faire un abattement dessus pour les laisser le temps de bien s'organiser. On a fait 20%. Les mutuelles nous ont demandé de faire un abattement, on a fait 40%. Ces nouveaux honoraires visent à redynamiser le secteur des cliniques privées selon les acteurs. Les avantages, c'est déjà de permettre au moins aux structures, je dis bien au moins, de tenter de maintenir un minimum d'équilibre, faire en sorte que les choses minimales soient mises en place. Depuis plus de 20 ans, le secteur privé de la santé prend en compte 40% de l'offre des soins des populations. Il y a quelques mois, l'Association des cliniques privées de Côte d'Ivoire avait souhaité appliquer ces nouvelles tarifications. Mais après négociation avec le gouvernement et les sociétés d'assurance, il avait été décidé du report de l'application de ce nouveau barème. L'ITRI est un arbre technologique qui révolutionne la vie des populations en France. La Côte d'Ivoire ambitionne l'implantation de cet arbre novateur dans certaines localités du pays. Découvrons cette innovation technologique avec Mamadou Kouassi. Nevers, ville d'environ 107 000 habitants, est située dans le centre de la France. En plus du tourisme religieux avec l'église Sainte-Bernadette, cette ville s'est investie dans le numérique avec un centre d'incubateur. L'une des attractivités de Nevers, c'est bien le ITRI, ou encore l'arbre technologique, un dispositif électronique qui joue à la fois plusieurs rôles, entre autres la connexion Wi-Fi, un point d'eau et la possibilité de recharger les téléphones et les ordinateurs. Personne qui a un téléphone portable a besoin de le recharger en permanence. C'est pas évident de pouvoir le recharger et en même temps, c'est aussi un lieu de convivialité. Donc il y a énormément de touristes qui l'utilisent, évidemment tous les jeunes et toutes les personnes qui ont envie de profiter d'avoir un endroit où s'abriter de la pluie ou plus particulièrement du soleil, et donc ça devient un lieu de vie. Plutôt que d'avoir des bancs où on s'assoit et il ne se passe rien, ben voilà, c'est ce qu'on appelle la Smart City. Il s'agit des mobiliers urbains de demain qui offrent des services à la ville. Et là, de passage dans cette ville, la ministre de la modernisation de l'administration et de l'innovation du service public, Raymond Goudou Kofi, a été impressionné par cette technologie. Une technologie qui pourrait bien intéresser les collectivités ivoiriennes. Que souvent des élèves, des étudiants se retrouvent sous les lampadaires chez nous pour pouvoir étudier le soir. Cet arbre, à partir du moment où il s'allume de nuit, il distribue de la lumière, il pourra également servir dans certaines régions ou dans certaines villes à aider nos élèves à pouvoir étudier tranquillement le soir, à avoir accès automatiquement à Internet, à avoir accès à de l'eau puisqu'il y a une fontaine. Et puis bien sûr, le ministre de l'Environnement sera heureux de savoir qu'ici il y a un capteur d'air et il pourra bien sûr facilement voir un peu quelle est la pollution qui se trouve dans son environnement. Je pense que cet arbre est le bienvenu et nous allons œuvrer pour en avoir au moins un dans une de nos villes et puis pourquoi pas plusieurs plus tard. Nevers est la première ville européenne à disposer de cette technologie. Son installation se déroule au même moment que celle de la ville de New York aux États-Unis d'Amérique. Mais aujourd'hui, le ITRI est en train de s'implanter dans toute l'Europe et surtout le continent américain. La Côte d'Ivoire pourrait être le premier pays africain à disposer de cet outil d'origine israélienne. 146 jeunes en conflit avec la loi ont été formés à Guédipo en vue de leur réinsertion dans la vie civile. Ils sont désormais aptes à exercer un métier, celui qu'ils ont appris pendant 9 mois au Centre civique d'action pour le développement. Sam Conan. On nous a appris comment s'aimer l'haricot, le maïs, tomate, l'aubergine et ainsi que tous les cultures vivrières. Aujourd'hui, j'ai acquis beaucoup de connaissances en agriculture et quand demain je serai dans la vie active, je ferai un très grand champ d'haricots.
Il y a d'autres comme moi qui ont eu des mêmes problèmes mais ils n'ont pas eu la chance d'être ici. Quant à moi, je suis ici, j'ai su comment faire quelque chose. Ça dit, si je sors d'ici, je peux me défendre toute seule sans que quelqu'un me vienne en aide avec le métier que j'ai appris. Donc, sincèrement, je remercie le centre. Nous ne regrettons pas nos passages ici parce que nous avons bénéficié d'une formation et aujourd'hui nous sommes des citoyens nouveaux. En tout cas, à la sortie d'ici, moi je compte faire l'élevage parce qu'il a été formé ici au centre pour ça. Avant le 28 avril 2018, date de l'ouverture du deuxième centre civique d'action pour le développement à Guédikpo dans la région du Boclé, ces jeunes n'avaient aucun repère. Ils étaient livrés à eux-mêmes dans la rue. Grâce à la politique de resocialisation et d'insertion des jeunes en conflit avec la loi, 146 ont été admis dans ce centre pour y recevoir une formation civique et une formation professionnelle, notamment en agriculture, en élevage de volailles et de caprins, en froid climatisation et en maçonnerie. 9 mois de privation et les voici libres, prêts pour une nouvelle vie en société. Un grand jour pour ces jeunes dont l'âge varie entre 16 et 35 ans. C'est un grand jour. Plus de 9 mois dans la formation, c'est le dernier jour. Donc nous sommes très heureux de la fin de la formation. Donc nous nous apprêtons pour le défilé. Dans la cuisine, on s'active pour préparer un menu spécial. Aujourd'hui, c'est un jour spécial pour les enfants. Donc on a reçu le menu des œufs grillés avec des ignames, plus le tchèp avec du poulet grillé. Vraiment, ils vont nous manquer. Vraiment, c'est un peu difficile, de la séparation, parce que c'est des enfants, ils sont tellement polis, gentils, et puis vraiment, ils savent ce qu'ils veulent. Après le repas, place à la cérémonie. Défilé des 3 sections, salut aux couleurs, remise des diplômes de formation en secourisme. Avec ces jeunes, nous avons réalisé un enseignement qui a pour but d'assurer l'harmonie entre le stagiaire et son futur environnement social et professionnel, ainsi que de le faire participer à la vie de la cité, comme citoyen exemplaire et porteur des valeurs fondatrices de la République de Côte d'Ivoire. On leur a montré ce que c'est que le drapeau, l'hymne national, reconnaître le portrait officiel du chef de l'État, leur montrer aussi le bon comportement, c'est-à-dire les valeurs civiques, les droits du citoyen, les obligations du citoyen, à respecter par exemple les édifices, à respecter les autorités, etc., etc. Tout ce qui fait d'un Ivoirien un bon citoyen. Donc on leur a inculqué ça en quelque sorte. Ces jeunes gens ont donc tenu. Ils ont tenu 9 mois durant. Ils ont tenu 9 mois de privation. Ils n'avaient pas accès à leur téléphone portable. Ils ne devaient pas sortir du centre pendant 3 mois. Ils n'ont pas droit de recevoir des visites. Mais aujourd'hui, vous l'avez vu, ils ont retrouvé leur repère. Baptême de la première promotion portant le nom du ministre Henri César Sama, parrain, fils de la région. La volonté du gouvernement est donc de multiplier autant que possible ce type de structure pour accueillir les jeunes en situation de marginalisation et de développer des approches innovantes pour pérenniser le fonctionnement des centres de services civiques. Chers stagiaires du CECAD, je voudrais vous féliciter d'avoir tenu bon et d'être resté sur le centre 9 mois durant. Vous avez résisté durant cette période aux envies naturelles d'être en contact permanent avec l'extérieur. Soyez-en fiers et demeurez des modèles. Grâce à un financement du Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix, l'UNICEF accompagnera également l'ouverture en janvier 2019 du centre de service civil de Mbayakro, que nous avons d'ores et déjà réhabilité. Avec l'Agence française de développement, qui supporte le centre de Bambresso, ce sont aujourd'hui 3 centres qui ont une capacité de 500 jeunes par promotion qui sont maintenant opérationnels. Et nous sommes disposés à vous accompagner pour capitaliser sur ces centres de services civiques. Pour cette promotion sortante, nous avons décidé, pour vous accompagner, de prendre en charge pour leur stage durant 3 mois 60 jeunes de la promotion qui viennent de sortir.
C'est avec fierté que les jeunes stagiaires ont montré leur savoir-faire au secrétaire d'État chargé du service civique. À voir vraiment ces stagiaires, je félicite le président de la République parce que c'est très coûteux, mais le faire aussi, c'est créer des Ivoiriens nouveaux. Les parents venus nombreux encourager les jeunes stagiaires ont promis, avec libation à l'appui, les suivre pour une réinsertion réussie. Voilà, c'est la fin de ce premier rendez-vous de l'actualité. On se retrouve à 6h30. Exactement, pour le second, celui de l'Afrique. Alors, nous allons aujourd'hui parler de sport. Comme d'habitude, vous le savez, aujourd'hui, dans le fitness, nous nous occupons du ventre. Comment le raffermir, comment lui donner, en tout cas, fière allure. Fière allure comme le ventre de votre serviteur, la plaquette de chocolat par excellence, quoi. Vous voyez ? Sur tous les plans. Non, on ne voit pas du tout. Non, on voit. Considérez vous pouvez vous lever, on va essayer de vérifier tout ça. Voilà, c'est le ventre le plus glamour, le plus sexy de toute la sphère audiovisuelle. Le ventre comme de Marcelin dirait l'autre, plat comme platinium. Plat comme platinium, quoi, comme Platini. Mais ça, c'est un rêve. Mais on va y arriver en 2019. On va s'abonner à la salle de sport. Mais le rêve, il est accessible pour vous avec le coach Cyril Niamke. C'est parti. Bonjour, j'espère que vous allez bien ce matin. Aujourd'hui, un entraînement simple à faire avec 3 exercices qu'on va répéter au fur et à mesure. Un exercice cardio, un exercice d'abdos, un exercice de renforcement. Allez, premier exercice, on va se mettre en position de pompe au sol. On va lever une jambe et alterner. D'accord, on va prendre appui au sol, lever une jambe et alterner. 5, 4, 3, 2, 1. Allez, 1, 2, 3, 4, 5 à 10. 6, 7, 8, 9 et 10. Parfait. On va se coucher sur le dos, tendre les jambes vers le haut. Essayez de toucher la pointe du pied et redescendre au sol. Donc mes mains sont derrière, j'essaie de toucher la pointe de mon pied, je redescends et je remonte. 1, 2, pour 15 répétitions. 4, 5, 6, 7, 8. Si vous n'arrivez pas à toucher la pointe, c'est pas grave, vous pouvez vous limiter où vos mains arrivent. 12, 13, 14 et 15, parfait. On va poser les pieds au sol, monter le bassin et redescendre. Renforcer la partie postérieure, le dos, les fessiers et l'arrière des jambes. On pose les mains au sol, on monte le bassin et on redescend. 1, 2, 3, on serre les fesses au maximum et on redescend. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, aussi à 15, 11, 12, 13, 14, dernière répétition, 15, parfait. Ok, on reprend le circuit une deuxième fois. On va se mettre en position de pompe. Cette fois-ci, levez la jambe jusqu'à la poitrine. Pour 10 répétitions, les deux côtés font une répétition. Allez, on lève la jambe jusqu'à la poitrine, fléchit et on change. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Une petite variation de l'exercice qu'on a fait. On va tendre la jambe vers le haut, croiser une main, c'est-à-dire mettre une main au niveau de l'épaule opposée. L'autre main pareil, monter le haut du corps, expirer et redescendre. Donc jambe tendue vers le haut. Si vous n'arrivez pas à tendre les jambes, vous pouvez les fléchir. Ça revient à la même chose. On tend la jambe vers le haut, les jambes vers le haut, on monte le haut du corps, on monte et on redescend. 2, 3, 4. On contrôle la descente. N'oubliez pas que vous devez vous concentrer sur vos abdos. 6, 7, expirez. 8, 9, 10. Encore. 5 répétitions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Finalement, je suis à la 20. Quand on s'ennuie les exercices, il faut toujours aller un peu plus. Ça permet de travailler plus, de renforcer encore un peu plus. C'est important. Mais j'avoue que sur ce coup, je me suis trompé. Mais c'est pas grave, ça nous permet de travailler davantage. On monte le bassin, on pose les mains au sol. On va tendre une jambe cette fois-ci. Donc mon bassin est monté, je serre les fesses, je tends une jambe et j'alterne.
1, 2, c'est de bouger le bassin le moins possible. 3, juste le mouvement des jambes. 4, on va à 20 répétitions. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Parfait. Ce petit circuit d'entraînement est terminé et n'hésitez pas à le refaire. N'hésitez pas à souvent le refaire à la maison. N'hésitez pas à sélectionner les exercices et les refaire chez vous. Même le soir, quand vous rentrez du travail ou d'autres fois, quand vous avez le temps de vous entraîner. Il peut vous aider à être meilleur, je le répète, à être en meilleure condition. Plus vous les ferez, plus vous serez à l'aise avec les exercices. Et c'est ce qu'on demande, avoir un bon corps, bien physiquement, et un corps qui est fonctionnel, qui fonctionne, c'est-à-dire un corps qui vous permet de faire des tâches assez compliquées, des tâches que vous avez l'habitude de faire en fait. Sur ce, je vous souhaite une très très belle journée et prenez soin de vous. Au revoir. Termine. Oui, on est déjà sur le plateau, on a fini. Merci beaucoup au coach Cyril Niamki qui nous permet donc d'avoir les bases, les fondamentaux pour aborder cette fin d'année avec beaucoup plus de sérénité. On va parler graphologie maintenant, mesdames et messieurs. La graphologie, on va aller directement, parce qu'en graphologie, on va directement, je rappelle que c'est cette science-là qui permet d'étudier tout ce qui est manuscrit, ça révèle notre personnalité, c'est très utile à la société. On en parlait tout à l'heure en off, c'est très important pour les officiers de police judiciaire, pour la justice tout court, pour soi-même, pourquoi pas. Alex, présentez-nous notre invité, s'il vous plaît. Avec plaisir, donc, nous recevons ce matin Monsieur Yao Bertin. Il est expert graphologue et nous parlons bien sûr de la graphologie, l'usage de cette science-là au quotidien. D'accord. Marco nous a donné une description, en tout cas une définition. Est-ce qu'il y aurait un approfondissement ou un éclaircissement encore à ce niveau? Bon, il faut dire qu'en introduction, la graphologie, c'est une science qui permet de détecter d'abord en phase 1 les traits de caractère d'un individu qui crée une forme d'écriture ou de signature. Et en 2, qui permet d'identifier l'auteur d'un tracé en forme d'écriture de signature. Voilà un peu ce que je peux dire sur la graphologie en introduction. Alors, comment analyser une écriture? Et à quoi ça sert? Bon, en analyse l'écriture, on soumet à l'expert graphologue un tracé en forme de signature d'écriture qui peut amener le juge ou alors l'officier de police judiciaire à asseoir sa conviction dans un dossier qu'il a à traiter. Nous sommes un outil que la justice utilise pour pouvoir l'accompagner dans sa mission. Aussi, les OPJ aussi nous saisissent pour les accompagner dans les enquêtes à traiter. Voilà un peu comment ça se résume. D'accord. Alors, on va vraiment bien développer, spécifier les éléments que vous utilisez pour définir ou analyser les écritures des uns et des autres. C'est ça. Quels sont les éléments? Vous vous basez sur quoi? La forme? Bon, quand on nous soumet, je prends le cas d'une signature, on nous dans le soumet cas de une faux, signature. Dans le cas de faux, usage de faux, voilà. On essaie de déterminer d'abord dans quel angle cette signature évolue, et puis l'orientation géométrique de cette signature, et puis le trait, l'évolution du trait. C'est-à-dire, quand même, évolue, et c'est ces 3 éléments qu'il faut ressortir maintenant l'auteur d'un tracé. Et à partir de l'auteur, maintenant, on dit que ce document-là, il est faux, ou alors, ce n'est pas un document qui est faux. Il y a les signatures, il y a les écritures, il y a les cachets, il y a même le support qui est un document, des fois même site administratif, on détermine si le document est faux et il n'est pas faux. Voilà. Alors, vous travaillez de façon très étroite avec les officiers de police judiciaire, on va dire avec la justice, mais pas que. Parfois, le commun des mortels peut vous solliciter aussi. Pourquoi, dans ce cas-là? Bon, d'abord... Une personne physique, une personne morale. Lambda, voilà. Il arrive souvent que des personnes physiques saisissent parce qu'elles se disent qu'elles vont avoir une conviction avant de saisir soit la justice. Donc, ils saisissent pour dire, bon, j'ai un contentieux avec X, je vais m'assurer de ce que le document que j'ai, il est faux, alors je pourrais voir est-ce que je peux lâcher ou pas. Donc, de façon individuelle, on nous saisit. Il y a même des entreprises, j'allais dire, qui nous saisissent aussi en termes de consultation.
Ah bon? Bien sûr. Quelle consultation? Justement, comment ça se passe? Consultation. Bon, ils ont un cas avéré au sein d'une structure. Ces entreprises veulent savoir est-ce qu'il est nécessaire d'une poursuite ou c'est les juges, les tribunaux. Donc, on leur donne ces consultations. Il y a même la phase de la formation. Là, on reçoit à ce jour certains responsables qui nous saisissent, qui nous demandent de leur donner une formation pour pouvoir leur donner la lumière sur les pièces que ces personnes traitent dans les différents services. On reçoit même les OPJ. À ce jour, je pense que la gendarmerie nous a confié certains officiers que nous sommes en train de former pour 24 mois en termes de graphologie. Alors voilà un peu comment ça se fait. Là, c'est dans le domaine de l'enquête judiciaire et voilà, autres. parce que la gendarmerie veut asseoir en son sein des techniciens qui puissent déterminer le caractère d'un trait aussi. Voilà, à ce niveau-là, l'expertise est avérée. Donc combien de pourcentage environ? Bon, il faut dire que quand on passe à la phase d'expertise, on a la conviction de ce qu'on va à 100%. Il faut dire que... Bon, et puis bon... Il n'y a pas de marge d'erreur, jamais. Je ne pense pas qu'il faut déterminer des marges d'erreur. Il faut dire qu'on va dans une science, on va à la phase d'expertise et à ce niveau-là, on est convaincu de ce qu'on sort à 100%, le résultat qui puisse asseoir la conviction des magistrats ou alors d'un OPJ dans une enquête. Il y a plusieurs cas aussi d'imitation. C'est légion dans le monde. Des personnes qui imitent les signatures, qui avancent et ça et là. On n'arrive pas à les filer, bien sûr. Donc, à les filer? À les appréhender. Et quand on parle d'expertise avérée, il n'y a vraiment pas de marge d'erreur, vous êtes... Non, il faut dire que si celui qui demande l'enquête appelle un spécialiste comme nous pour l'accompagner dans sa mission, nous lui ressortons véritablement l'élément nécessaire qui puisse asseoir sa conviction pour pouvoir boucler son enquête ou alors trancher une décision, voilà, pas une décision dans une procédure. Autant la graphologie prend en compte l'écriture, mais autant la graphologie se penche aussi sur la non-écriture, la marge qu'on laisse, il y a des non-dits, c'est vrai? Les virgules, les Oui, en fait, il faut dire que quand on vous soumet un test à analyser, il y a tout le contenu qu'il faut analyser. Absolument, tout le contour. Absolument. Il y a les tests, comment les tests évoluent, les marges qu'on laisse exprès ou volontaires, parce que des fois, les gens tentent d'induire l'enquêteur en erreur en relâchant quelques aspects de sa propre signature. Voilà, donc il y a tout ça qu'il faut prendre en compte pour pouvoir ressortir dans une enquête, dans une expertise, tous les éléments. Et de plus en plus, lors des tests au niveau des recrutements, les signatures sont soumises à des graphologues. De plus en plus dans le monde, les signatures des candidats par rapport à une demande d'embauche, tout ça sont soumises. Lorsque les candidatures sont voisines ou les qualités sont voisines, ça départage de plus en plus. Oui, mais ça départage bien sûr. Et c'est ce que j'ai dit à l'introduction. Je vous dis qu'il y a deux options de la chose. Il y a la phase 1 qui est l'étude des traits de caractère d'un individu. C'est-à-dire, au moins de votre écriture, il faut qu'on puisse déterminer les traits qui vous animent, les caractères qui vous animent. C'est-à-dire, vous êtes à quel niveau et quelles sont vos orientations habituelles. Concrètement, ça veut dire quoi? Est-ce que quand on écrit avec beaucoup de courbes ou bien beaucoup de lignes fuselées, ça veut dire quoi? Est-ce qu'il y a des prototypes concrets? Une écriture rapide, il rentre un peu dans le système. Voilà. Rapide détermine le trait de caractère d'un individu qui est une personne nerveuse. Voilà. Au moins une telle que je dégage. Une écriture rapide. Rapide. Une écriture qui est plus penchée sur la gauche. On dit que c'est des personnes qui sont plus penchées sur le passé. Orientée à droite, c'est sur l'avenir, plutôt sur l'avenir. Voilà un peu quelques éléments que je peux vous donner. Bon, pas un coup quand même. On vous avoue, il a testé nos écritures et Dieu merci, les résultats sont bons. Donc on peut dire, pour Alix, il a dit que c'est une dame très... Quoi là déjà? Ordonnée, affectueuse, c'est vrai, je peux confirmer. Et puis pour Marco, il a dit c'est quelqu'un qui a de l'ambition, de grandes ambitions. Personne ambitieuse. Voilà. Votez pour moi. Okay, c'est intéressant la graphologie. Est-ce que vous avez les moyens pour vous épanouir au même titre que les graphologues qu'on voit dans les, dans les films américains, français, tout ça? Même dans les enquêtes. Dans les enquêtes. Est-ce qu'on a la modernisation des graphologues d'ivoiriens? Et puis vous êtes combien de graphologues en Côte d'Ivoire? Modernisation, c'est quoi? C'est équipement. Bien sûr, équipement, vulgarisation même de votre métier. On a l'élément nécessaire pour faire une bonne expertise en Côte d'Ivoire. Et là, jusqu'à présent, c'est ce que nous faisons. Mais il faut dire que nous avons aussi le soutien de certains laboratoires qui nous accompagnent quand il faut avoir du matériel, des produits
d'analyse, de ressortir certains éléments dans une écriture. Parce qu'en même temps qu'il y a la graphologie, il y a des gens qui sont très outillés, comme Alix l'a dit, pour passer entre les lignes. C'est en cela qu'il faut qu'on soit à jour sur notre mission. Absolument. Parce que les faussaires sont très intelligents. C'est des intellectuels en fait. C'est des intellectuels et c'est des gens qui font de la recherche comme vous le faites. Ils sont à 110. Voilà. Alors il faut toujours être à leur niveau dans l'évolution. Donc il faut les toujours dépasser faire des recherches, faire des recherches. Votre mise à jour se passe comment? Parce que quand un faux arrive, il faut voir quel est le type de faux qu'on a entre les mains, comment ce faux a été créé et quel matériel a été utilisé. Donc voici des aspects qu'il faut mettre Parfois, ensemble. il y a des faux même qui viennent même de l'administration, c'est-à-dire à un point où on ne peut pas soupçonner. Il y a des faux vrais, quoi. Il y a des faux vrais. Il y a des faux qui sont bien faits, mieux même que le vrai. Ah bon? Il faut ressortir la différence entre le vrai et le faux. Et c'est en cela que la graphologie fait cette science-là. Parce qu'il arrive souvent même qu'on nous soumet des éléments à analyser et le faux est tellement bien monté et que des fois même l'enquêteur se doute un peu. Donc, ça n'a rien à voir avec les signatures de nos parents qu'on imitait sur les carnets de correspondance. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Et il faut aussi dire que dans une signature qu'il faut analyser, il y a l'élément clé qui est ressorti quand même, le caractère de l'individu qu'il faut ressortir. Parce que dans certains rapports, après avoir déterminé que ce document il est faux ou il n'est pas faux, mais quand c'est faux, on essaie de ressortir au bas en deux lignes le caractère de ce monsieur qui a créé la signature. Et ça aide beaucoup les magistrats. Voilà. Et ce caractère, il est singulier, propre à chaque personne. C'est comme votre identité. C'est comme notre empreinte digitale. C'est comme notre empreinte digitale. Parce que quand vous écrivez, vous restituez en ce trait-là ce que vous êtes. Et c'est ce que nous lisons. En fait, le trait parle. Il faut restituer à ce trait-là qui existe là, le trait son parle. langage. Et c'est ce qu'il faut sortir. Vous êtes combien de graphologues en Côte d'Ivoire? Bon, nous sommes 2. Mais je ne connais pas, le second. Il paraît que nous sommes 2. Attendez. Non, attendez. Vous êtes venu, vous avez bien parlé, on était contents comme ça, on dit, mais notre pays a des cadres, matin, bonheur. Et justement, la formation, comment elle se fait? Mais il faut dire que les gens... Deux graphologues pour ce pays, ce grand pays. Il y a du boulot en Côte d'Ivoire et les gens ne s'intéressent pas à certains aspects. Nos enfants sont formés et ils n'ont pas l'information nécessaire pour s'orienter. Il y a du boulot. Vous voyez la crise qu'on a connue en Côte d'Ivoire. Crise, ça veut dire que ça entraîne d'autres personnes, d'autres types de personnes qui existent sur le terrain. Et il y a des fossés qui existent, qui sont venus et puis qui opèrent. Mais il faut un ensemble de techniciens qui puissent... Vous avez cette caméra, parce que c'est le moment où jamais. Vous avez besoin de quoi pour la formation de une nouvelle génération de graphologues en Côte d'Ivoire? Une académie nouvelle. Elle a lu ce que nous sommes en train de préparer. On a créé l'académie de recherche en matière des sciences. Mais on attend que l'État nous accompagne. Il y a du boulot. Vous voyez qu'un bon policier... Et ce sera à la fin? Voilà, un bon policier ou un bon officier de police de la gendarmerie qui part à la retraite, il faut qu'il soit converti quelque part. Ça, c'est vrai. Et c'est ce qu'on vient d'ouvrir. Il faut que les gens viennent... Un genre de tutorat. Voilà. Et puis, il y a du boulot. Merci beaucoup, il y a du boulot. Et en Côte d'Ivoire, on a des cadres magnifiques, à l'instar de ce monsieur qu'on vient de recevoir, parler de graphologie. Matin Bonheur, c'est ça. Nos intervenants ont du talent. Réalisation, bien sûr, aujourd'hui, donc, Soro Félicité avec, je m'appelle Alice Kokola, en compagnie de... Marcelin Govoy. Et la suite, c'est... Régis Kofi, Flash. MTN, everywhere you go. Mesdames et messieurs, bonjour. La matinée sera marquée par la présence de particules de poussière suspendues, occasionnant ainsi un voile brumeux qui réduira la visibilité sur l'ensemble du pays. La concentration de poussière pourrait être plus importante dans les régions de l'Est et du Centre. Les températures pour la matinée, à Abidjan il fera 24 degrés, 23 degrés à Diaké. 24 degrés sera observé à Bondoukou, à Boaké il fera 23 degrés. À Daloa 24 degrés, 25 degrés comme maximum à la Dambokro. 24 degrés à Gagnoa, à Korogo il fera 23 degrés. 21 degrés sera observé comme minimal à Man comme à Odiné. 24 degrés à San Pedro, 23 degrés. À Sassandra ainsi qu'à Tabou, 24 degrés à Yamoussoukro. Pour l'après-midi, le voile brumeux et poussiéreux se maintiendra sur l'ensemble du pays au cours de la période. Ce voile sera accompagné de vents secs en surface dans les parties nord et bande centrale. La partie sud du pays observera des vents humides en fin de période.
Et pour les températures de l'après-midi, Abidjan notera 31 degrés, 32 degrés à Diaké, 35 degrés comme maximal à Bandoukou, 33 degrés à Boaké comme à Daloa, 34 degrés à Dambokro, 32 degrés à Gagnoa, 35 degrés à Korogo, 29 degrés comme minimal à Mans, 35 degrés à Odiéné, 30 degrés à San Pedro, 31 degrés à Sassandra, 30 degrés à Tabou, 32 degrés à Yamoussoukro. Très bonne journée à toutes et à tous. MTN, everywhere you go. L'actualité africaine à présent, merci à toutes et à tous de nous rejoindre. La situation électorale en République démocratique du Congo était au cœur d'un sommet des chefs d'État de la SADC et de la CIRGL qui se tenait à Brazzaville. La sous-région s'inquiète de la situation politique à 4 jours d'un scrutin déjà reporté une première fois. 4 chefs d'État ont fait le déplacement à l'invitation du président Denis Sassou Nguesso, l'Angolais, le Namibien, le Zambien, le Botswanais. La RDC, en revanche, n'était pas représentée. À Addis Abeba, en Éthiopie, de nombreux quartiers de la capitale ont été rasés pour faire place à des tours de béton et de verre, symbole du rapide développement économique du deuxième pays le plus peuplé du continent africain après le Nigeria. Reportage. Beranou est propriétaire de cette maison qui a été construite il y a plus d'1 siècle. La demeure est dans sa famille depuis 7 générations. Un héritage précieux, d'autant plus que c'est l'une des rares maisons toujours debout datant de l'Empire éthiopien. De nos jours, la plupart des constructions que vous voyez correspondent plus à de l'architecture européenne. La ville ne devrait pas négliger son histoire. La capitale éthiopienne a été fondée au 19e siècle par l'empereur Ménélik II. À l'époque, des maisons comme celle de Beranou sont construites pour des notables proches de l'empereur. Mais aujourd'hui, avec le boom économique, l'Éthiopie construit majoritairement des gratte-ciel, souvent au détriment des anciennes bâtisses. Tadej va devoir quitter sa maison qui sera remplacée par un immeuble moderne. Nous attendons que le gouvernement fasse une estimation de la maison et nous donne une compensation. J'aurais préféré rester ici. C'est la maison de mon père. Seule une poignée de bâtiments historiques ont été restaurés avec l'aide du gouvernement. Des restaurations jugées trop coûteuses. Conséquence, beaucoup préfèrent détruire pour reconstruire. Des efforts isolés sont réalisés pour protéger et sauver ces bâtiments historiques, mais cela reste très limité. La protection des bâtiments historiques n'est pas une évidence. Au total, le gouvernement éthiopien a recensé 440 lieux reconnus comme patrimoine historique. Problème, la plupart d'entre eux sont dans un état de délabrement avancé, faute d'entretien régulier. La thèse de Paris, selon laquelle les proches du président Kagame sont à l'origine de l'attentat contre l'ex-chef d'État rwandais en 1994, est remise en cause par la justice. Après 20 ans d'instruction, la justice française a officiellement prononcé hier un non-lieu contre 7 proches de l'actuel président du Rwanda, Paul Kagame, dont son ministre de la Défense, James Kabarebe. C'est la fin de ce point de l'actualité. Je serai avec vous à 7 h pour un nouveau développement de l'information. Merci beaucoup, très cher Régis. Il est 6h34, mesdames et messieurs. On a le grand plaisir d'avoir sur ce plateau une personnalité qui fait beaucoup pour le bien-être des Ivoiriens, notamment des Abidjanais dans le district d'Abidjan. Nous avons le directeur général adjoint,
c'est cela, de l'ANAGED, qui nous fait l'honneur de sa présence. Directeur général adjoint de la société Ecoti SA, qui travaille en étroite collaboration, bien sûr, avec l'ANAGED. Tout à fait. L'habitude de les avoir tous les jours à faire que j'ai dit l'ANAGED. Mais c'est la même famille. C'est la même famille. Comment ça va? Alors, tout va bien, merci. Après ces fêtes, est-ce qu'on peut se faire un petit bilan de tout ce qui s'est passé pour la Noël, le réveillon et puis le 25? Alors, en termes de bilan, on va dire que, vous savez que la Noël, les fêtes de fin d'année, donc, mobilisent beaucoup de déchets. Et dans ce sens-là, nos équipes se sont déployées, justement, pour pallier, justement, à cette production, on va dire, un peu croissante des déchets durant cette période. D'accord. Alors, vous allez nous faire peut-être un petit état dans les communes où l'opérateur Ecoti SA couvre. Donc, à la date d'aujourd'hui, quel est le petit bilan qu'on peut faire? Alors déjà, il faut dire qu'Ecoti SA donc, est un groupement d'opérateurs tunisiens, ivoiriens et béninois, donc, qui ont été retenus justement à l'issue d'un appel d'offres international. Et donc, nous opérons dans les communes d'Aniamant, d'Abobo, de Cocody, de Bingerville et du Plateau. Tout le district. Du district, tout à fait. Alors, quel est le dispositif qui a été mis en place concrètement pour cette fête passée? La couverture. Mais la couverture, déjà, elle était... Vous savez, déjà, nous fonctionnons avec des postes de jour et de nuit. Nous fonctionnons 24 heures sur 24. Oui. Donc, disons que pour cette période, nous n'avons pas été confrontés véritablement à de gros soucis, vu que les équipements justement que nous avons déployés sur le terrain étaient conséquents. Alors il faut dire aussi que nous avons donc des équipes donc, qui sont là pour faire du ratissage, pour justement, puisque les déchets sont collectés disons, de 17h à 21h, et donc après 17h, après 21h plutôt, les matins, donc nous avons des équipes qui passent donc, justement pour faire la collecte. En tout cas, une planification bien organisée. Tout à fait. Et pouvons-nous connaître, on a parlé, hein, c'est tout le district. Est-ce que vous avez des difficultés sur le terrain et quelles sont ces difficultés-là? Alors, nous opérons, il faut le préciser, hein, nous opérons uniquement dans les 5 communes d'Abidjan Nord-Est que j'ai rappelé. Okay. Et nous avons donc un opérateur qui opère dans les autres secteurs. Okay. Alors, en termes de difficultés, il faut dire que les difficultés majeures auxquelles nous sommes confrontés se situent... Dans vos secteurs? Dans nos secteurs, bien évidemment, se situent, on va dire, au niveau du conditionnement des déchets. Au niveau du conditionnement des déchets, parce que jusqu'à présent, certains usagers collectent au pied, collectent en vrac, au pied des bacs et des caisses. Et cela constitue une difficulté. Et l'autre difficulté majeure aussi que nous pouvons relever, c'est le fait que, bien que les déchets soient emballés, et des usagers encore continuent de les déposer au pied des bacs et des coffres, au lieu de le mettre à au lieu de les mettre dans les poubelles. Et c'est en cela que justement nous encourageons, nous sensibilisons donc nos concitoyens pour adopter des bons gestes éco-citoyens pour... Des attitudes de civisme, hein. C'est très important. Alors, on a parlé très souvent avec vos collaborateurs, ceux qui vous ont précédé sur ce plateau, de la pertinence hein, des précollecteurs qui sont toujours là. Comment finir à bout de ces précollecteurs-là? Parce que ce n'est pas évident. Alors, concernant les habitudes dans la vie dure. Oui, les habitudes dans la vie dure, c'est vrai. Mais à notre niveau, justement, nous avons donc mis en place une politique d'intégration des précollecteurs. Cette politique d'intégration des collecteurs a consisté donc déjà à les intégrer, puisque nous avons des opérateurs locaux qui opèrent sur le terrain. Et donc, ces précollecteurs, donc, au fur et à mesure, sont intégrés donc, dans les équipes, puisque nous continuons donc de faire la collecte au niveau des zones non carrossables. Et donc, nous avons des engins spéciaux qui sont dédiés justement à ces zones-là où, comment on appelle, ces opérateurs-là, disons, ces précollecteurs interviennent. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, s'il y a encore des précollecteurs qui interviennent de manière isolée, ils doivent venir vers vous pour se faire intégrer. Est-ce que c'est maîtrisable tout ça? Oui, le secteur organisé, de telle sorte que tout le monde puisse être identifié? Oui, comme vous l'avez dit, les habitudes, on la produire. Mais c'est vrai qu'à travers les campagnes de sensibilisation que nous menons à travers donc, nos politiques de communication de proximité,
nous encourageons donc déjà les usagers à ne plus déposer ou remettre les déchets aux précollecteurs. Déjà, ça c'est un point. Et puis à terme, je pense que les précollecteurs dans le système seront intégrés, sont amenés à disparaître. Monsieur Assé, votre entreprise fait quoi pour le développement durable? Alors, en termes de développement durable, on va dire que EcoTSA, déjà, nous avons déjà un directeur de la communication et du développement durable. Nous sommes donc une entreprise citoyenne qui est préoccupée par les questions sociétales, les questions environnementales. Nous savons que les déchets constituent aujourd'hui, on va dire comme ça, un problème. Et donc, en cela, nous menons des actions justement pour non seulement contribuer justement à l'amélioration du cadre de vie, mais en plus faire en sorte que les générations futures donc ne subissent pas donc les effets des déchets et tout cela. Voilà. Très bien. Alors, il faut savoir que pour pouvoir se faire récupérer les ordures, il faut bien les conditionner. Donc, quels sont les conseils que vous donnerez? Et puis, les rappels aussi des heures. Il faut savoir où le mettre, à quelle heure. Ben, tout à fait. Alors, les conseils conditionnés déjà dans les sacs poubelles, déjà. Homologués. Homologués, bien sûr. Des sachets durables. Et donc, il y a ça. Et respecter surtout les horaires de collecte. Et ces horaires, justement, qui vont de 17h à 21h. Nos équipes se déploient 24 heures sur 24, il faut le dire. Et donc, en respectant, disons, ces quelques gestes et en conditionnant surtout dans les bacs et les coffres, je pense qu'à terme, donc, nous allons pouvoir avoir une ville propre et durable. Merci beaucoup à vous, Monsieur Assé Hilaire. Je rappelle que vous êtes directeur général adjoint donc, de la structure EcoTSA. Dernière question comme ça pour vous titiller un peu. Le 24, les fêtes. Il y a les fêtes. Oui, tout à fait. Un réveillon en chasse un autre. Tout à fait. Alors, pour cette fois, c'est le Money Time, la dernière ligne droite, le 31. Là, ce ne sera pas une affaire seulement de chrétiens qui fêtent le réveillon, c'est tout le monde mobilisé. Est-ce que vous êtes prêts? Alors, nous sommes prêts parce que déjà, les équipements que nous avons sont assez conséquents pour faire face déjà à cet enjeu. Et comme je l'ai dit tantôt, nos équipes travaillent 24 heures sur 24. Okay. Avec des postes jour et de nuit qui font de sorte que l'activité, elle est continuelle, elle ne s'arrête pas. D'accord. Et donc... Alex, on va rappeler les numéros de téléphone, si c'est possible, si c'est pas possible. Nous n'avons pas reçu les numéros de téléphone. Vous avez les numéros, vous avez ça? Si vous avez les numéros de téléphone à communiquer pour des suggestions. Alors, nous avons donc notre page Facebook, ecoti-ci.com, sur laquelle éventuellement les usagers peuvent éventuellement poser leurs préoccupations. Et nous avons un service qualité qui traite de ces questions-là. Aujourd'hui, vous ne rencontrez pas de difficultés avec les piqueurs et tout ça, non? Tout ça, ça va? Les piqueurs... les fouilleurs Oui, les agents qui font, enfin, ceux qui font le chiffonnage, on va dire. Okay. Ce sont des habitudes, justement, qui ont la peau dure, comme on l'a dit. Et donc, à terme, nous allons l'éradiquer. Merci beaucoup. C'était la minute EcoTSA et l'ANAGED sur ce plateau. Merci à vous, Monsieur Assé Hilaire. J'espère que vous avez pris vos tickets également pour Bonjour 2019. Oui, tout à fait. Vous aimez bien? Bien sûr. Quand je vous vois, je sais que vous allez aller au Latry Events, parce que cette année, il y a un before, le vendredi, c'est demain, du côté des deux plateaux, là-dessus le Latry, à la salle Latry Events. Et puis aussi samedi, le 29, ce sera au Palais de la Culture. 30 000 francs pour Latry Events et 15 000 pour le Palais de la Culture. Venez sourire, rire, décompresser, être vraiment joyeux pour aborder la nouvelle année avec beaucoup de sérénité. Mais avant de poursuivre cette émission, mesdames et messieurs, nos commentaires et on se retrouve juste après et on va parler cette fois aussi de développement durable. Dans cette société traditionnelle, nous ne connaissons pas l'écriture et en tout et pour tout, il fallait envoyer quelqu'un à celui qui est mis en cause pour lui remettre cette queue de l'éléphant. Cela signifie qu'il doit se présenter d'urgence. C'est le chef de canton. Cette queue d'éléphant ne doit jamais dormir avec celui qui est incriminé, celui qui est convoqué. Même s'il le reçoit la queue à minuit ou bien à 1h du matin, obligation lui est faite
de venir d'abord répondre à l'appel pour qu'on lui signifie le chef d'accusation et à partir de cet instant, on lui donne encore une autre date où le procès doit avoir lieu. De retour, voilà, c'est un nom commun qui nous a menés à Mankono, voilà, dans le nord du pays. Ah, on salue tous ceux qui nous regardent de Mankono. C'est sympa, Mankono. Vous connaissez Mankono? Bah oui, je connais Mankono. C'est chez moi, Mankono. Je n'ai pas encore eu le bonheur d'y aller. C'est chez moi, c'est chez ma famille. J'ai de la famille à Mankono. Et vous le savez. Faites semblant, vous le savez. On ira ensemble alors. J'ai un guide du côté de Mankono. On salue toute la famille Fofana qui nous regarde du côté de Mankono. Et puis toute la famille Fofana dans le 10e à Paris également, soit dit en passant. On salue également Cédric Lombardo du côté de Cocody, Abidjan. De Grand Bassam, le Grand Bassam. Ah, de Grand Bassam. Cédric de Grand Bassam sur mer. Sur mer, Grand Bassam sur mer, c'est lui. Comment ça va, Cédric? Ça va très bien, un grand plaisir de vous revoir, la dernière de l'année. Oui. La dernière courage. Non mais ça va, force et courage à nous tous. Nous sommes là aujourd'hui. Comme vous le dites, l'année s'achève à l'Écrément et ce sera aussi notre dernière chronique développement durable de 2018. On se voit en 2019. Cette année a été riche en événements. Le défi du changement climatique comme les enjeux de développement durable ont plusieurs fois fait l'actualité. Alors on va faire un petit récapitulatif best-of aujourd'hui. Alors Cédric, la première question, hein, vraiment, on sait que ça c'est la dernière, donc on va donner un peu de tout. Première question, l'un des premiers... les premières news. Les premiers événements, l'un des premiers événements faits marquants de l'année climatique 2018, c'était le sommet lancé par le président Macron. Je vous vois déjà sourciller, j'imagine. Est-ce que vous retenez ce sommet parmi les points forts de l'année? Est-ce que pour vous, Paris a changé quelque chose? Paris a-t-il changé quelque chose? Vous vous rappelez, on était en, je crois, juillet 2017, et puis on était sur ce plateau et on avait constaté le départ des États-Unis de la volonté de Trump de quitter de l'accord de Paris, la lutte contre le changement climatique. Donc on était un petit peu embêtés d'avoir un pays fort qui partait comme ça. Et ce qui a été bien, c'est qu'il y a eu ce mouvement lancé par le président français, disant c'est pas grave, il faut qu'on se réunisse tous ensemble, on fait le One Summit Planet. Et ce qui était bien dans ce sommet, c'est qu'on ne parlait pas vraiment de climat, de température, on parlait de financement de la lutte contre le changement climatique, de financement de l'adaptation au changement climatique. Et il y a eu des événements marquants, des décisions fortes qui ont été prises, comme la Banque mondiale qui avait dit nous ne financerons plus jamais de produits dans les hydrocarbures, dans le charbon, dans ce genre de choses. Donc il y a eu des engagements forts et ça a permis de tempérer un tout petit peu. Mais ça n'était que le début de l'année et l'année nous a rappelé encore jusqu'au bout l'importance de devoir agir concrètement sur le territoire. Est-ce que les actions seront suffisantes ? Alors les actions, elles ne sont jamais suffisantes parce que la population augmente de plus en plus, on n'a pas suffisamment confiance des différents enjeux. Et puis il s'est passé quelque chose aussi au début de l'année, enfin pas plutôt vers le mois d'octobre 2018. C'était, vous vous souvenez, le GIEC, donc le groupe de chercheurs intergouvernemental sur le climat, qui est un peu chapeauté par les Nations Unies, qui avait présenté un petit peu un rapport et qui disait attention, c'est vrai qu'on dit aux gens qu'il ne faut pas dépasser plus 1,5 degré d'augmentation de la température. Un enfant qui a 37 degrés ou un enfant qui a 38,5 degrés, on voit tous la différence. Et donc ce groupe de chercheurs disait si on atteint les 1,5, ce n'est pas une affaire qui va se passer en 2100, ou bien c'est une affaire qui va se passer entre 2032 et 2050. Et ce qui est important là, c'est de se rendre compte que pendant très longtemps, on a dit on a le temps d'agir, mais on a de moins en moins le temps d'agir, donc il est de beaucoup plus en plus important d'agir vraiment rapidement sur le territoire. Ok, ça c'est quand on parle de Macron, de France, tout ça. Mais si on revenait un peu chez nous, en Côte d'Ivoire, parce que tout ça c'est bien, il faut savoir ce que ça implique sur notre beau pays. Alors l'énergie, on ne le dira jamais assez, est l'une des principales causes du changement climatique, c'est un fait, mais aussi de la pollution atmosphérique. Alors, des chercheurs ivoiriens, oui je dis bien mesdames et messieurs, des chercheurs ivoiriens avaient publié une carte de cette pollution sur Abidjan. Est-ce que vous pourriez nous la montrer à nouveau? Est-ce que c'est possible? Alors c'est possible parce qu'en plus cette carte, c'est à cause de vous que j'ai dû fouiller Internet pour la retrouver. À cause de nous tous. Au moins c'est quelque chose. Il m'avait posé la question, qu'est-ce qu'il y a comme pollution à Abidjan? Et je me sentais un petit peu bête. Alors on va vous présenter la carte qu'ils avaient faite sur la pollution, l'étude pilote des gaz polluants à Abidjan. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont identifié 21 zones de mesure sur Abidjan. Ils ont mené des études pas simplement sur les gaz polluants, ils ont travaillé sur les émissions de gaz à effet de serre qu'on avait au niveau de Vridi, au niveau de Port-Boué, au niveau du plateau, etc. Et
Je bégaye, excusez-moi. Non, c'est la dernière, tout est permis. On avait 21 points de mesure, donc c'est ce qu'on voit à l'écran maintenant. C'est un travail qui a été fait par l'université Félix Houphouët-Boigny avec l'université de Toulouse et aussi un chercheur de Cotonou. Et donc sur ces 21 points de mesure qu'ils ont étudiés sur la ville d'Abidjan, ils avaient pu nous délivrer plusieurs informations. Donc on s'était surtout rendu compte ensemble que dans la zone de Vridi, à cause de l'énergie, on avait des seuils de pollution qui pouvaient parfois dépasser les seuils critiques de l'OMS, de l'Organisation mondiale de la santé. Et puis vous avez posé une question aussi, c'est pourquoi est-ce qu'on avait sur ces cartes, entre Abidjan et à Bobo, pourquoi aussi on avait autant de pollution? Et ça, c'était la pollution due au transport routier. Et donc, de nouveau, ça veut dire quoi? C'est que c'est vrai qu'il y a le changement climatique, c'est vrai qu'on parle de la responsabilité des pays développés, etc. Mais nous-mêmes, en Côte d'Ivoire, nous mettons de plus en plus en danger notre santé et on a vraiment besoin que tous les transporteurs regardent un tout petit peu leurs véhicules, qu'on ait beaucoup moins de gaz polluants, qu'on ait beaucoup moins de woro-woro ou bien de baka qui nous assombrissent la route devant nous chaque jour. Vous me rassurez, je ne suis pas seule à dire woro-woro. Alors, pour répondre à ces enjeux, plusieurs projets énergétiques durables ont été annoncés en Côte d'Ivoire en 2018, cette année. Donc, pourriez-vous nous faire le point et surtout lesquels vous semblent les plus importants? Alors, on a eu de très beaux projets, c'est-à-dire qu'on a vraiment un relancement de la politique ivoirienne de production d'électricité. On a quand même un objectif d'atteindre 6,3 gigawatts de capacité de production bien avant l'émergence. Donc, on a un nouveau projet qui est en cours vers Jacquesville, qui est un cycle combiné. Donc, les cycles combinés, c'est très intéressant. Ce sont des turbines à gaz qui vont brûler du gaz. Et quand on brûle du gaz, il y a toujours une vapeur chaude qui va exister. Et ces gaz chauds, en fait, ils les récupèrent, ils vont les recycler pour alimenter une turbine à vapeur et qui va elle-même produire de l'électricité. Donc on va produire plus d'électricité en consommant moins de gaz. Ça, c'est une très bonne nouvelle. On a eu aussi une annonce qui a été faite du déploiement en Côte d'Ivoire de la première centrale solaire flottante. Wow. Donc sur le continent africain. Donc ça c'est. Alors c'est une déclaration. Donc c'était juste l'annonce de presse qu'on a vue. Il y a une compétition entre deux pays pour être le premier à déployer ça. Mais c'est assez intéressant parce que c'est des centrales solaires qu'on peut mettre sur des lacs, etc. Donc on parlait notamment du lac de Kossou comme étant un site pilote. Donc on espère voir le jour. Mais moi le projet qui m'a le plus plu, c'est l'illustration qu'on va vous montrer maintenant. C'est la Côte d'Ivoire va construire, et ça c'est du concret et du réel, la première centrale électrique à biomasse cacao. Ça veut dire quoi? Ça veut dire démarre dans quelques jours. Là. Voilà, ils vont être capables de produire 60 à 70 millions mégawatts d'électricité, et ça en récupérant simplement des cabosses de cacao. Ça veut dire qu'en Côte d'Ivoire, on sait récupérer les fèves sèches pour l'export, mais il reste toujours les cabosses. Ces cabosses, on va les faire sécher un tout petit peu, on va les broyer, on va en faire un combustible. Elles vont alimenter des centrales électriques et ça va nous permettre de produire de l'électricité et des nouveaux revenus pour les paysans. C'est beaucoup plus intéressant que d'acheter du gaz à l'étranger ou bien d'acheter du charbon à l'étranger. Ça, c'est vraiment très bon pour nos planteurs. La valorisation des déchets. Oui, ça. Alors ça, c'est une très bonne nouvelle. Alors la question maintenant, est-ce qu'avec de telles mesures, la Côte d'Ivoire est apte, est-ce qu'elle semble répondre aux défis que la Banque mondiale, parce que la Banque mondiale est toujours là, a souligné dans son rapport 2018 sur la Côte d'Ivoire, le fameux rapport 2018. Et oui, donc la Banque mondiale avait fait un petit peu le point sur vous savez que tous les ans, elle publie un petit rapport sur chacun des pays. En 2018, elle a publié un rapport qui s'appelle « Pour que demain ne meure jamais ». Et il y a quelque chose qui m'a vraiment marqué dans ce rapport, c'est que tout le monde félicite la croissance économique de la Côte d'Ivoire. Mais ce rapport précisait 2 points. Cette croissance économique est très intéressante, c'est bien, mais malheureusement, premièrement, elle n'est pas sociale, elle n'est pas inclusive. Nous laissons encore trop de gens sur le côté de la route. Il faut impérativement arriver à les regrouper, que cette croissance soit partagée. Il faut qu'elle soit partagée entre tous. Voilà, elle n'est pas globale. On peut pas. Les gens qu'on va abandonner sur le bord de la route. La proportion. Houphouët-Boigny disait on ne joue bien du tam-tam que sur un ventre vide. Et donc si on veut éviter d'avoir trop de bruit de tam-tam dans les rues ou de bang-bang comme on dit chez nous, il va falloir qu'on soit capable d'alimenter nos populations. On ne peut pas les abandonner. Deuxième chose qui était importante aussi dans ce rapport Banque mondiale, c'était le climat n'est pas suffisamment pris en compte. Et je voudrais justement vous montrer la petite illustration, c'est que l'impact environnemental d'ici à 2050, vous le voyez bien, c'est plus 2 degrés de hausse des températures en Côte d'Ivoire, de 37 degrés, notre enfant va avoir 39 degrés de température, les mamans vont s'inquiéter. En termes de pluviométrie, la grande saison des pluies va devenir moins forte et la petite saison des pluies va augmenter. Et donc l'impact économique, c'est que ça va nous coûter entre 380 milliards et plus de 700 milliards de francs CFA de croissance. Il va y avoir des impacts sur la production de cacao et vous savez que ça, c'est les rémunérations de nos planteurs. C'est quand même le succès de ce pays, le cacao. Et puis c'est vrai que nous, Samoa aussi, nous vous appelons à l'urgence.
les dangers de l'érosion côtière, Bassam, Jacquesville, Grand Laou, etc. Ne nous oubliez pas au bord de la plage, il fait beau chez nous, mais on est en danger. L'agriculture toujours est le secteur le plus important de l'économie, on le disait à l'instant. Quelles nouvelles retenez-vous pour le développement durable dans ce secteur? Alors, il s'est passé plein de choses très intéressantes. Il y a un projet par la Sodexam qui a été mis en œuvre, qui vise un nouveau projet qui a été relancé pour donner l'accès à l'information météorologique auprès des planteurs. Ça, c'est bien, c'est intéressant. On sait aussi que le RED+, fait de plus en plus de progrès pour promouvoir l'agriculture zéro déforestation. Mais malheureusement, tout ça, ça reste trop confiné à une petite population. Il faut impérativement qu'on diffuse de plus en plus les bonnes pratiques auprès de nos planteurs. Alors, comme chaque année, mesdames et messieurs, la saison des écologistes se termine par le sommet mondial. Il y a toujours beaucoup de sommets. Ouais. Parfois, on se demande à quoi ça sert, mais bon, ça sert, hein, ça sert parce qu'il y a de bonnes choses là-bas sur le changement climatique. Cette année, la COP24 a eu lieu du côté de la Pologne. Alors, quel bilan on peut se faire? Bon bilan, du très cher espoir, Cédric. Espérance. Il est trop tard pour être pessimiste. Parole. C'est ça? Enfin, ils avancent, mais moi ce que je retiens le plus de la COP21, c'est cette jeune demoiselle, cette Suédoise. COP24. De la COP24, excusez-moi. La 21, c'était à Paris. Vous avez vu, je patine. Hein. C'est celle-là. Et donc c'est cette jeune demoiselle, donc elle a fait un discours qui était magnifique, qui était en anglais. Alors malheureusement, je ne sais pas si on l'entend, mais je vais essayer de la traduire. Elle disait, nous devons parler clairement, même si cela est inconfortable. Vous qui êtes là, vous parlez d'économie verte et durable, car vous avez peur d'être impopulaire. Vous dites qu'il faut aller de l'avant, mais toujours avec les mêmes mauvaises idées qui ont entraîné ces fameux problèmes dans lesquels nous sommes aujourd'hui. Alors, nous dit-elle, la seule chose qu'il faille faire, c'est tirer le frein d'urgence. Voilà. Vous n'êtes pas assez mature, a-t-elle dit à tous ces représentants du gouvernement, pour dire les choses telles qu'elles sont. Et même ce poids, vous le laissez à nous, les petits-enfants. En 2078, je fêterai mes 75 ans. Si j'ai des enfants, sans doute passeront-ils cette journée avec moi. Sans doute me poseront-ils des questions à propos de vous qui étiez présents à la COP. Sans doute me demanderont-ils encore pourquoi vous n'avez rien fait alors que vous aviez tout le temps de le faire. Vous dites que vous aimez vos enfants de tout votre cœur et pourtant vous êtes en train de leur voler le futur devant leurs propres yeux. Tant que vous ne penserez pas à faire ce qu'il faut, mais que vous vous demanderez ce qu'il est politiquement possible de faire, il n'y aura pas d'espoir. On ne peut pas résoudre une crise sans la traiter comme une crise. Nous devons garder les énergies fossiles dans le sol et nous devons nous concentrer sur l'équité. Et si les solutions dans votre système sont impossibles à trouver, alors sans doute devrions-nous changer le système. Voilà. C'était ces quelques mots de cette demoiselle. J'espère qu'on a pu assurer la traduction à l'écran. Icône vraiment de cette COP24 là qui a bouleversé tout le monde. Un acte de responsabilité des nouvelles générations. C'est exactement ça. Et on a vu comment les représentants des pays étaient attentifs. On espère que cette attention-là va se traduire, va se décliner dans des actes concrets. Vous imaginez ça, moi-même, mon enfant sera là. Enfin, je veux dire, je suis toujours ému en l'écoutant. Pourtant, je l'ai écouté au moins une dizaine de fois en me disant si je pouvais dire la même chose qu'elle, mais elle le fait si bien. Alors, qu'est-ce que vous aurez voulu entendre en cette année 2018 comme bonne nouvelle? Comme bonne nouvelle, comme bonne nouvelle que j'aurais aimé entendre en Côte d'Ivoire, vous savez, c'est ce projet de centrale électrique au charbon que nous avons à San Pedro. Une centrale électrique, c'est toujours magnifique, mais le charbon, c'est du charbon minéral, c'est un charbon de mine qu'on va devoir importer quelque part, je ne sais pas, peut-être en Russie ou en Afrique du Sud, je n'en ai pas la moindre idée. Et j'attends avec impatience le jour où ce projet disparaîtra, car San Pedro, c'est le premier port de cacao de Côte d'Ivoire. Et vous avez vu que si on peut faire une centrale biomasse cacao, il serait tellement plus intelligent de récupérer les cabosses de cacao, de les amener à San Pedro, de faire une centrale avec les produits des planteurs ivoiriens, plutôt que de faire une centrale à charbon, aussi propre, entre guillemets, soit-elle telle qu'on nous le dit, qui va nous demander d'encore importer du charbon de l'extérieur. 6h59, mesdames et messieurs, nos intervenants à Matin Bonheur ont du talent, à l'instar de M. Cédric Lombado. Merci pour cette année de formation. Bon boudin. Bonne année à vous par anticipation. Bonne année. Merci pour votre expertise. Sachez que les Ivoiriens vous apprécient énormément pour tout ce que vous faites avec vos amis. On salue également Franck Faye, qui est dans le giron de toute la famille, des personnes qui défendent le développement durable. Et puis on se retrouve avec beaucoup de plaisir l'année prochaine. Bonne fête. Oh, ça va être si loin. On se voit l'année prochaine. 6h59, au pas de course, dernier flash, cette fois volet international. Régis Koufi a déjà installé. On y va.
Préparez-vous à rire au maximum. Préparez-vous à vivre de grands moments de pur bonheur. Pour cette 12e édition de Bonjour, la RTI vous offre 2 dates avec vos humoristes préférés, avec le Before le 28 décembre 2018 à l'Atrie 20 et le 29 décembre à la salle Anoumabo du Palais de la Culture de Trècheville. Bonjour 2019, 2 dates, 2 spectacles inédits et explosifs. À suivre. Bonjour, un concept RTI. Bienvenue dans ce point d'information dédié à l'actualité internationale. Bonjour à toutes et à tous. On démarre en Israël. La Knesset, le Parlement israélien, a voté hier en 2e et 3e lecture en faveur d'un projet de loi visant à dissoudre cette assemblée et à organiser des élections anticipées le 9 avril. Lundi, la coalition du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou avait décidé à l'unanimité de dissoudre le Parlement alors qu'elle ne disposait plus que d'une faible majorité de 61 députés sur 120 à la Knesset depuis la démission du ministre de la Défense. En Chine, un étudiant marxiste a été arrêté hier par la police dans une prestigieuse université, selon un témoin, pour avoir voulu célébrer le 125e anniversaire de Mao Tse-tung, l'ancien président communiste dont l'héritage reste controversé en Chine. En Sicile, un séisme de magnitude 4,8 a frappé hier une zone proche de l'Etna, célèbre volcan sicilien entré en éruption depuis lundi, faisant une dizaine de blessés et des dégâts matériels, notamment sur des édifices anciens. La police indonésienne tente dans un hôpital local de récolter le maximum d'informations afin de pouvoir mener à bien la difficile identification des victimes du tsunami qui a déferlé sur l'Indonésie samedi soir, tuant plus de 400 personnes. Le président américain, accompagné de sa femme Melania, a atterri hier à la base aérienne d'Al-Assad, à l'ouest de Bagdad. Devant les militaires et journalistes, Donald Trump a défendu sa décision de retirer les soldats américains présents en Syrie. À compter du 1er janvier, 5 nouveaux pays entrent au Conseil de sécurité de l'ONU pour 2 ans, parmi eux l'Allemagne, l'Indonésie, l'Afrique du Sud, 3 puissances régionales. Reste à savoir si les consensus seront plus faciles avec des États-Unis de plus en plus imprévisibles. En France, 2 hommes ont semé la panique sans le vouloir hier matin à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, près de Paris, en manipulant une arme factice qui était un cadeau de Noël destiné au fils de l'un des deux. On termine avec du football, championnat d'Angleterre. Le Boxing Day n'a pas souri à Manchester City. Le champion en titre a subi hier à Leicester sa 2e défaite d'affilée, 2-1 et n'est plus que 3e, dépassé par Tottenham. Tandis que Liverpool, large vainqueur de Newcastle, s'envole après cette 19e journée de Premier League. C'est ici que prend fin cette édition. Je vous laisse en compagnie de Alix et Marco pour la suite. Merci Régis, on se revoit lundi. C'est ça, pour terminer en beauté cette année 2018. Justement. Merci à vous. Merci. Alors, nous partirons maintenant pour notre élément illustratif. Vous savez, aujourd'hui, c'est jeudi, nous parlons de santé. Le libellé du sujet, c'est que faire en cas d'injection de corps étranger. C'est les gens, nos petits bouts de chou à la maison, ils jouent avec différents éléments, malheureusement, qui peuvent être ingérés malencontreusement. Et nous voilà aujourd'hui, nous parlerons de ce sujet, bien sûr, pour vous donner des astuces et la bonne attitude à adopter avec notre invité. Pour l'heure, on parcourt l'élément. Votre enfant joue avec une pièce de monnaie dans la bouche. Quand tout à coup, il l'avale. Ça peut virer au drame. Et cette situation n'est pas rare. Petite bille, bouchon de stylo, perles de cheveux et la liste est sans fin. Se retrouve dans l'estomac ou coincé dans l'œsophage ou encore les voies respiratoires. Poutou, ne fais pas ça. Qu'est-ce que tu fais là? C'est pas bon, ne touche pas à ça. Massi, venez m'enlever ça ici là. Vous voyez? C'est un exemple, ça c'est dangereux. Il peut mettre ça dans la bouche, il peut avaler ça.
les verres maintenant. J'arrange tout ça là en haut ici pour ne pas que les enfants aient l'accès à ça ou bien se blessent avec, vous avez vu. Quand il s'agit de cacahuètes ou de nourriture mal mixée, il n'y a pas de grand risque, car la plupart des objets avalés seront éliminés dans les selles 1 à 2 jours plus tard. Par contre, quand il s'agit d'une petite pile ou d'un autre tout petit objet pointu ou tranchant, il faut craindre le pire. Un enfant n'est pas un jeu. C'est pas d'un jeu. On doit veiller sur les enfants. L'enfant, le premier geste qu'il a, d'abord, c'est de mettre le truc dans sa bouche. Parce que tout ce qu'il voit, d'abord, c'est dans la bouche, ça va. Les enfants sont innocents, ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, si on ne les surveille pas, qu'ils mettent quelque chose dans la bouche, nous, d'abord, on va dépenser. Et puis, on va plus souffrir et même les enfants. Ils ne savent pas. C'est lui qui prend un objet, il met dans la bouche. Ça va le cœur pour lui, c'est pas. C'est simplement mis quelque chose dans la bouche. Donc, si on les surveille mieux, je pense bien qu'on va éviter beaucoup de choses. Le corps étranger, au lieu de passer par les voies digestives, se retrouve dans les voies respiratoires et crée une obstruction, ce qui provoque une suffocation. Et dans la quasi-totalité des cas, on se retrouve dans une situation qui nécessite une prise en charge extrêmement urgente. La localisation du corps étranger dépend de sa taille et de la position du sujet au moment de l'inhalation. J'ai déjà vécu ce cas. Il n'y a même pas longtemps de cela, ça fait maintenant 2 semaines. Il y avait mon petit frère qui était en train de coller ses effets avec de la colle alpha. Et quand il a fini, il a oublié la colle sur le guéridon. Et mon neveu, un enfant de 2 ans qui est venu, qui était en train de jouer, a vu la colle. Il a pris directement, il l'a mis dans sa bouche. Il était en train de mâcher la colle. Et la colle vraiment l'a brûlé, il a commencé à crier, il a même vomi. Moi, avant même que la scène ne se présente, je mangeais de l'arachide avec lui. Donc, arrivé un moment, moi, je pensais que c'était la graine d'arachide qui était restée dans sa gorge. Donc, quand il a crié, j'ai sursauté, je me suis approchée de lui. Je le prends, je mets ma main dans sa bouche. C'est là que j'ai senti l'odeur de la colle forte. Elle est forte. Donc j'ai senti l'odeur et c'est comme ça que j'ai essayé de pouvoir enlever. Mais ça collait ses lèvres, tout ça, je ne pouvais rien faire. Pour limiter les risques, l'enfant doit toujours rester sous surveillance. Il suffit le plus souvent de quelques secondes pour avaler un objet. Les objets de petite taille, tranchants ou non, doivent être rangés hors de sa portée, tout comme les autres produits toxiques. Que faire en cas d'ingestion de corps étrangers par les enfants? Ça nous arrive, ça nous est déjà arrivé au moins une fois d'avoir quelque chose coincé dans la gorge. Ça va donc des arêtes, des clous, des sifflets. Et justement, sur ce plateau, le docteur Iki Mbro Max Valère, pédiatre pneumologue, qu'on retrouve une fois de plus, est venu avec des éléments explicatifs concrets. Bonjour docteur. Bonjour. Alors, c'est quoi une ingestion et c'est quoi des corps étrangers pour être... bonjour à vous, joyeux Noël à vous, joyeux Noël à toute la Côte d'Ivoire. Merci. Alors, l'organisme est fait comme ça. Il y a ce qu'on appelle un réflexe protecteur. Je vais aller doucement pour qu'on comprenne. Qui fait que lorsqu'on avale, normalement, il y a au niveau du larynx. Le larynx, vous avez la projection à partir de votre pomme d'Adam là. Pour les hommes et pour les femmes? Il y en a toujours, mais c'est tout petit. Vous ne sentez pas trop. Merci beaucoup. Alors, il y a ce qu'on appelle les bandes ventriculaires qui soutiennent les cordes vocales, qui se referment et donc qui permettent aux aliments de descendre dans l'œsophage, aller dans l'estomac sans que ça passe dans les poumons. Alors, il peut arriver que dans certaines circonstances qui vont en fait générer une ouverture de ces cordes vocales-là, l'aliment ou l'objet qui est dans la bouche, au cours d'une inspiration, donc une entrée d'air dans les poumons, parte avec un élément étranger. Alors, donc le corps étranger intrabronchique se définit comme étant en fait la pénétration dans les voies aériennes inférieures d'un objet. Un objet solide pour la plupart du temps. D'accord. Solide, quoique il y a des objets liquides dangereux. Oui, on peut faire une fausse route en buvant de l'eau. C'est moins dangereux si ce n'est pas en quantité. Mais c'est très incommodant également. Ah oui, ah oui. Et les objets solides, c'est encore plus dangereux. Alors, cela peut arriver dans plusieurs circonstances. Communément, lorsqu'on est enfant, on nous dit ne parle pas la bouche pleine. Oui. En fait, ce n'est pas seulement l'effet désagréable d'entendre ce bruit-là, mais ça peut aussi vous sauver la vie. Parce que lorsque l'aliment est dans la bouche que vous voulez parler, alors les cordes vocales s'ouvrent et l'aliment peut descendre dans les poumons.
Ça peut être par exemple lors d'une surprise. Alors vous avez un objet dans la bouche, on vous effraie. Alors vous prenez une grande bouffée d'air, ça part, excusez-moi. Ça peut être au coup d'un choc. En général, ce sont toutes ces circonstances-là qui vont générer une grande entrée d'air dans les poumons qui va entraîner cet objet. Alors vous, dans votre fonction, vous avez sûrement rencontré plusieurs types d'injections de corps étrangers. On peut citer ce que vous avez trouvé à l'intérieur de... Qu'est-ce qu'on trouve généralement? J'imagine la liste. Ah oui, il y en a de tout. Il y en a de tout. Hein. Oui, et c'est effrayant lorsqu'on vous présente... voilà. Chez les enfants, alors, oui. Pas chez tout le monde. Oui, il y en a chez les adultes, mais chez les enfants, la plupart du temps. Oui, la plupart du temps, c'est les enfants. Et donc, on a eu à retirer des clous, hein, vraiment, hein, qui vont jusqu'à peut-être 5 cm, hein, des clous, des vis, des punaises, des cailloux, des graines d'arachide, et ça, il y en a plein, il faut éviter, nous en parlerons, des graines d'arachide, des pépins de corosol, d'orange, et de plus en plus, je suis venu avec cet élément-là, si vous voyez. Qu'est-ce que c'est? Alors, j'ai appris qu'on appelait ça surprise, et c'est écrit dessus. De plus en plus, vous en voyez au cours des baptêmes, des anniversaires, voilà, des anniversaires, des enfants. Et les enfants, en ouvrant ce cadeau, découvrent de petits sifflets, des fois, qui sont à l'intérieur. On peut l'ouvrir et voir ce qu'il y a à l'intérieur. Comme c'est surprise, je ne sais pas exactement ce qu'il y a dedans. On sera tous surpris. C'est pour ça que... Mais là, c'est devenu un peu difficile. Je n'ai pas l'habitude de manipuler. C'est pas grave. On explique. Bon, voilà. Donnez, on va ouvrir pour vous pendant que vous expliquez. Essayez. Je n'ai pas envie d'utiliser mes dents. Je ne sais pas d'où ça sort. S'il y en a. Alors, donc, il y a des bonbons dedans, paraît-il. Il y a des petits sifflets. Et les enfants, après avoir dégusté ces bonbons, jouent avec ces petits sifflets. Et tout en jouant au cours d'une chute, d'une surprise également. Et puis, paf, voilà, il y en a d'autres dedans. Et puis, voilà, le bonbon, on m'a dit qu'à l'intérieur du bonbon, il y a des petits sifflets après avoir sucé. Et paf, c'est parti. Et on commence à en avoir de plus en plus. De plus en plus. Et voilà. Même le bouchon, hein, le capuchon. Oui, pour cette année 2018, sur 11 corps étrangers que nous avons reçus, il y avait 4 qui étaient des petits sifflets comme ça retrouvés dans ces surprises. Les chiffres, c'est bon. Ouais. 4. Et il y en a de tout. Et ça, au-delà de l'attention qu'on doit avoir, il faut que vraiment on puisse savoir le mécanisme. Alors, quand c'est comme ça, on sait qu'il peut y avoir ingestion de corps étrangers, on connaît le genre de corps étranger. Alors maintenant, à côté de ça, quelles sont les attitudes quand ça survient? Parce que là, on est en période de fête, les enfants sont surexcités. Les premiers réflexes à avoir. Alors, il faut comprendre un peu déjà les symptômes qui surviennent lorsque vous inhalez. Alors, lorsque le parent a vu l'enfant ingérer, le diagnostic peut être relativement plus simple parce que tout de suite, on oriente le médecin lorsqu'on arrive. Mais il faut comprendre que chaque fois qu'un objet étranger descend dans les voies respiratoires, il y a ce qu'on appelle le syndrome de pénétration. Alors, c'est un accès de toux, donc des toux répétés, en fait, rebelles avec une difficulté à respirer, une sensation d'étouffement. Alors, en fonction de la taille et de la nature du corps, on peut avoir plusieurs signes. Il peut avoir un corps qui est gros, donc il va se bloquer immédiatement dans la gorge, au niveau des cordes vocales ou dans la trachée, qui peut vous tuer immédiatement. C'est possible. Alors vous allez voir... Parce que c'est trop gros. Ah oui. Et si ça se bloque là, parce que selon l'âge de l'enfant, la trachée a une taille. Si vous prenez un objet qui ferme totalement, ça vous met en état d'asphyxie. Absolument. Voilà, donc ça peut vous tuer dans les minutes qui suivent. Et donc, dans une situation dramatique pareille, un geste salvateur, qu'on appelle la manœuvre d'Elmich, qui consiste à se mettre derrière l'individu et croiser les bas. Soit avec un bois, une batte de baseball ou bien... Voilà, et faites une forte pression, qui permet d'envoyer une grande bouffée d'air, peut amener à rejeter. Des fois, l'enfant ou l'individu, au cours des quintes de tout, peut même ramener l'objet s'il est tout petit. Docteur, on dit que, petite digression, on dit que l'alcool et l'aspirine, ça peut provoquer ça aussi. Quand on a bu beaucoup, comprendre l'aspirine, ça peut provoquer cette sensation d'être étouffé là. L'alcool, là vous êtes en train de vous intoxiquer. Oui. Voilà, c'est des toxiques. Hein. Ça peut vous endormir tout de suite. Ou des fois même des overdoses aussi. Voilà. Maintenant, en fonction de la taille de l'objet, si c'est plus petit, ça va migrer.
Et vous savez qu'à partir de la trachée, les bronches vont se diviser et au fur et à mesure que ça se divise, le calibre se rétrécit. Donc l'objet va descendre en migrant en fonction de la pesanteur, en fonction de la taille, jusqu'à être bloqué là où il ne peut plus avancer en trouvant voilà, une bronche de petit calibre. Alors ce sera des accès de tout. D'étouffement, de détresse respiratoire avec un enfoncement de la partie au-dessus du sternum, pas de fièvre. La fièvre vient après. Parce que le diagnostic, il peut être précoce. Hein. Il peut être précoce. Ça, je vais en venir. Mais la fièvre vient dans une deuxième étape lorsque le corps étranger a duré. Donc cela va entraîner une hypersécrétion, une surinfection. Il y a des bactéries qui vont se développer là, qui vont entraîner des infections à répétition. Et donc vous allez bien évidemment faire la fièvre. Alors on parlait des gestes qui peuvent sauver, mais il y a aussi des attitudes qui sont dangereuses. Alors les parents en général se précipitent pour mettre le doigt, essayer d'enlever. Alors, vous ne savez pas où le corps est positionné. On est tous passés par là. Voilà. Essayez d'ouvrir la bouche. Et en enfonçant le doigt, on peut pousser, par exemple, un corps étranger qui est, par exemple, piquant. Donc, il ne faut pas enfoncer le doigt. Ah oui. Vous ne savez pas, il est situé, vous enfoncez le doigt, vous pouvez aggraver. Okay? Beaucoup donnent également de l'huile rouge. Dans notre contexte, à boire en espérant que la personne vomisse. Alors, l'huile rouge, c'est vraiment dangereux pour l'arbre respiratoire parce que ça contenait de l'huile qui entraîne une inflammation vraiment importante de l'arbre respiratoire. Donc vous donnez l'huile rouge, l'enfant avale, ça ne va pas dans les poumons, mais après ça fait vomir. Et lors des vomissements, tout le contenu de l'estomac avec cette huile-là peut aller encore dans les poumons et aggraver cette détresse respiratoire-là et achever l'enfant. Voilà. Donc la bonne attitude, je dis, dans une situation grave d'asphyxie où l'enfant est en train de s'étouffer, somnolé, en train de devenir tout bleu ou tout gris, paniqué, on peut essayer la manœuvre. Dans le cas contraire, il faut aller à l'hôpital. Rappelez le nom, la manœuvre de Derlich? Emlich. Emlich. Oui. Emlich. Voilà. Donc, il faut aller à l'hôpital. Et le médecin se doit, non seulement à l'interrogatoire, de rechercher cette notion-là de syndrome de pénétration, donc cette entrée-là avec cette eau suffocante et tout ça, et ça c'est dans le cas immédiat. Mais en plus, il y a des examens qui peuvent aider au cas où voilà, le diagnostic n'est pas très évident pour un enfant qui a une toux rebelle. Quels examens voilà. Alors, dans un premier temps, la radio, elle est simple. S'il s'agit d'un corps étranger qui est métallique, une pointe, un clou ou quelque chose comme ça, ça peut se voir à la radio. Il y a les corps étrangers qui sont ce qu'on dit radiotransparents, qui ne se voient pas à la radio. Lorsque vous prenez une graine d'arachide, un pépin d'orange, ça ne se voit pas à la radio. Ah bon? Ah oui. Et donc, que ce soit visible à la radio ou non, l'examen qui permet de faire le diagnostic, c'est l'endoscopie bronchique. Alors, c'est une technique. Oui, c'est un appareil qui est fait d'un tube souple, qui est relié à une vidéo et donc qui permet de visualiser. Voilà. Vous avez vu tout à l'heure une image d'une bronche avec un truc blanchard dedans, c'était cet examen-là. On peut voir un peu pour l'ulcère, tout ça aussi, c'est la même... Oui, mais ça, l'ulcère, c'est dans l'estomac. Voilà, mais ça, c'est plutôt... Voilà, on passe par les narines et on traverse les cordes vocales et on va regarder directement dans les poumons pour faire le diagnostic. Wow. Là, on a vu que les éléments peuvent stagner ça et là. Oui. Ils ne sont pas digérés, on ne peut pas avoir des cas où ils sont digérés et donc sortis naturellement par... Non, il n'y a pas de mécanisme de digestion dans le poumon. Ils vont directement au poumon, ils ne peuvent pas aller migrer ailleurs dans l'estomac et faire... Non, il n'y a pas de conduit qui relie le poumon comment on appelle ça, à l'estomac. C'est la respiration qui attire. Voilà, donc il peut... En fait, si cet accident-là n'a pas été perçu au départ, donc je disais qu'il peut avoir cette toux rebelle qui va persister avec des difficultés respiratoires, des sifflements qu'ils peuvent entendre et donc qui peuvent simuler une crise d'asthme ou toute autre maladie, donc entraîner des erreurs de diagnostic. Ça peut être des infections pulmonaires à répétition, mais déjà la répétition d'une infection dans le même territoire doit attirer l'attention. Qu'est-ce qui se passe dans ce territoire et aller faire une endoscopie pour voir. Alors, il y a des corps qui peuvent durer plus longtemps, passer inaperçus. Vous nous avez parlé, donc, quand on préparait l'émission, d'un cas qui a fait plus de 7 ans? Oui, 7 ans. Une arête de poisson.
Une arête de poisson. Oui, oui. 7 ans. Justement, les arêtes, c'est des véritables, c'est des vrais récurrent, cauchemars. hein. Hein. Ça, c'est de vrais cauchemars. 7 ans avec... 7 ans dans la gorge? Oui, pour l'histoire de ce patient, c'est arrivé au cours d'un repas. Une fois trop, c'était un adulte. Et puis, il a fait une fibroscopie, mais digestive, mais qui a retrouvé une autre maladie. Donc, ça oriente. C'est un cas un peu compliqué. Et ensuite, il a présenté des sifflements. Il fait une spirométrie, des explorations fonctionnelles respiratoires. Et ça révèle qu'il est asthmatique. Donc, il est traité pour ça. Mais c'est la répétition de ces crises-là qui amène à faire un scanner, à faire une endoscopie bronchique. Mais 7 ans plus tard, parce qu'on lui a découvert à chaque fois qu'on faisait des examens d'autres maladies. Et comme ça, qu'on découvre le corps étranger, finalement, ça peut être extrait et il va très bien, ce monsieur. Dieu merci. Oui. Je viens d'avoir de bonnes nouvelles. C'est bien. Alors, quel conseil vous avez à donner concrètement, hein, rapidement? J'imagine les mamans, les parents qui nous regardent hein, par rapport à ces repas. Est-ce que, parce que tout ça, il y a l'alimentation aussi. Il y a la surveillance. Oui, la surveillance. Qu'est-ce que vous conseillez en ces périodes de fête-là? L'attitude. Les cadeaux à offrir. Alors, c'est un accident qui survient beaucoup plus chez les enfants. Donc, il faut éviter de donner à manger tout ce qui est graines à l'enfant. Les graines d'arachide, il faut éviter chez les tout-petits. Si vous voulez, allez-y écraser votre arachide, faites-en des pâtes, donnez à sucer ou à manger, mais évitez systématiquement les graines. Tous les fruits à graines, il faut éviter. Les oranges, si vous voulez donner une orange à votre enfant, enlevez les pépins, nettoyez bien, les cours au sol, les pastèques, enfin tout ce qui est de ce type d'objet et d'aliments, il faut éviter. Et ça, je tiens là-dessus parce que je me félicite de l'opportunité que vous donnez, parce qu'en consultation, vous voyez une personne, 2 personnes, vous en parlez, mais là, on parle au grand public. Il faut éviter cela. C'est ça la marque de Matin Bonheur. Voilà. Parlez aux Ivoiriens directement. Les mamans de plus en plus aiment faire des tresses avec des perles dans les cheveux des petites filles. Il faut éviter. Il y a des écoles même à juste titre qui interdisent cela. Ah oui, il faut éviter. Moi, j'en parle chaque fois que j'en vois en consultation. Mais il faut éviter systématiquement parce qu'on en a trouvé. Et c'est extrêmement difficile d'aller les chercher. Donc, il faut éviter. Il faut éviter de laisser traîner tout ce qui est clous, punaises, pointes, piles de montres ou tout ce que vous voulez, tous les objets. Parce qu'à partir de 5 mois déjà, l'enfant commence à acquérir l'appréhension. Et tout ce qu'il prend, il porte à la bouche. Tout ce qu'il porte, il prend, il porte à la bouche. Donc, il faut éviter tout cela. Et lorsqu'il a déjà mis dans la bouche, il faut aller calmement s'approcher de l'enfant pour lui demander d'enlever ou enlever tranquillement l'objet. Si vous criez, enlève ça, vous l'effrayez. Et en l'effrayant, il prend une grande bouffée d'air qui va amener l'objet dans les poumons. C'est vrai. Voilà, donc c'est des attitudes qu'il faut, éviter. C'est très important. Voilà. Il faut garder son sang-froid. Garder son sang-froid. Surtout les mamans. S'approcher. Mon fils, c'est ma pas fille, évident. Il faut calmement détourner son attention. Le sang fait un tour là. Détourner son attention et puis... Il y a aussi les papas. Oui, je sais. Je vais l'attaquer. Il y a aussi les papas. Mais donc, il y a ces attitudes-là qu'il faut éviter. Et franchement, donner des conseils à l'enfant. Je donne mon exemple. Mon premier fils, pendant longtemps, au primaire, je mettais dans ses fiches d'école allergie à l'arachide. Juste pour ne pas qu'il soit amené à manger. Oui, il n'était pas allergique à l'arachide, mais je ne voulais pas, parce que c'est une hantise. L'arachide contient de l'huile et quand ça détient, ça va créer une inflammation qui va bloquer ce corps, ça va entraîner des infections. Répéter, c'est hyper dangereux. Alors, on rappelle au public que ce dont nous parlons, c'est très important parce que nous, en Afrique, on a tendance à voir que c'est de la sorcellerie quand on mange. Non, c'est des choses concrètes qu'on peut éviter. C'est la raison pour laquelle on en parle vraiment de façon lointaine ou de façon proche. Il faut faire attention à ce qu'on mange. Pour les enfants, aujourd'hui, on en parle, mais de façon individuelle, ça concerne également les grands. Les repas, l'atmosphère des repas. On a parlé des enfants, on va profiter aussi de parler des grands, puisqu'il nous reste seulement 3 minutes. 3 minutes. Oui, qu'est-ce que vous conseillez? Là, il y aura le réveillon, on va aller à fond la caisse. Oui, qu'est-ce qu'on fait? Les grands, comme vous savez, dans notre culture, nous avons bien mangé le poisson. Et c'est en fin de repas, nous nous délectons des os. Voilà, les arêtes de poisson, les os de poulet, nous les croquons et voilà. Et donc pendant ces fêtes, on bavarde autour du repas, les gens s'empivent d'alcool qui altèrent un peu la conscience, on ne voit pas trop bien ce qu'on est en train de faire. Donc c'est des attitudes qui sont dangereuses. Vous verrez par exemple que
en Europe, les gens presque systématiquement enlèvent les arêtes des poissons avant de les vendre. Enlèvent les os des poulets avant. Voilà. En fait, quand on commence à avoir des problèmes, il faut prendre des mesures pour éviter ces problèmes-là. Donc, nettoyez bien vos poissons avant d'en donner aux enfants. Ne servez pas du poisson avec des arêtes pleins, avec les os aux enfants, c'est hyper dangereux. La précaution pour les enfants et pour les adultes, parce que... Oui, mais les adultes, c'est ce que je dis. On va sortir aussi tous les arêtes. Oui, ce monsieur Des fois, il y a un petit nectar à l'intérieur. Ce monsieur dont je parle, c'est son repas copieux avec du mâchoiron. Et puis, bon, voilà, c'est comme ça que c'est parti. Ça, c'est un point sensible. Ça. Oui. Voilà, donc, il faut éviter ça aussi. Donc, éviter quoi? De manger du mâchoiron? Mais enlever les os avant de mettre dans la bouche. Docteur, vous êtes sûr qu'on peut enlever tout? Ou faire attention, simplement, quand on mâche, il faut... Il n'y a pas de riz zéro. Mais tant qu'on peut éviter, évitons. D'accord. On a nos habitudes culinaires. La sauce graine qui fait un bon bouillon, on ne voit pas trop ce qu'il y a dedans. La sauce junglée qui est bien noire. Alors, on a les recettes, docteur, on a les recettes de grand-mère. Quelles sont les recettes du docteur Ichi? Des astuces, là, tout de suite, avant d'aller à l'hôpital. Tout de suite. S'il y a un souci, qu'est-ce qu'on fait concrètement? On a isolé l'huile rouge. Oui. On a éliminé l'huile rouge, c'est pas basse, c'est pas un basse, il n'y a rien, tout ça. Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Alors, je vous ai expliqué tout de suite. Si votre enfant a pris un corps étranger, qu'il est, comment on appelle ça, qu'il est en train de s'asphyxier immédiatement, cette manœuvre dont on a parlé, en fait, qui est une mesure de secours qu'on peut apprendre. Mais en dehors, je conseille vivement qu'on consulte à l'hôpital. Il faut pouvoir examiner parce qu'il y a des corps qui peuvent être bloqués juste dans la gorge. Et ça, vous allez avoir un enfant qui suffoque, qui salive abondamment. Ça veut dire que c'est quelque part bloqué dans le carrefour là, aérodigestif. Et donc, il n'arrive même pas à avaler. Ça fatigue, ça fait tellement pitié qu'on voit un enfant Mais comme ça. lorsque il se met à tousser abondamment et à suffoquer... C'est que c'est dans les poumons. Voilà, prenez-le, amenez-le à l'hôpital. Et je pense qu'il sera orienté là où il faut pour que le diagnostic soit fait et que ce soit extrait. Mais la meilleure technique, c'est la technique endoscopique qui est certes invasive, mais qui permet de sortir sans cicatrice. Mais il y a les formes évoluées dont on parlait tout à l'heure, parce qu'on a eu, je m'en souviens, un enfant qui est arrivé, il n'avait que 4 ans, mais ça a tellement duré que ça détruit son poumon. Wow. Donc le poumon a été opéré et enlevé carrément parce qu'il n'y avait plus rien, c'était détruit. Donc on peut avoir des situations dramatiques comme cela. Autre manœuvre aussi qu'il ne faut pas faire. Pour terminer. Voilà. S'il est en train de suffoquer comme cela, alors il faut éviter de le renverser en le prenant par les pieds comme ça et puis taper sur sa poitrine. C'est les méthodes à l'ancienne. Oui. Par chance, si l'objet est tout petit, ça peut descendre, mais ça peut, en migrant, venir se bloquer en dessous des cordes vocales et ça l'asphyxie. Vous avez voulu enlever, mais là, vous l'avez asphyxié. C'est même meilleur que ça reste au niveau d'un poumon. Voilà, je ne dis pas que c'est bon, mais il y a encore l'autre poumon qui va respirer le temps qu'on puisse aller extraire. Beaucoup de choses à dire. Merci, docteur Ichi. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. C'est Monsieur Topo. On va manger, on va bien s'amuser, mais attention, on va tout faire pour éviter les drames. Personne ne vivra de mauvaises fêtes. Tout le monde va passer de très, très bonnes fêtes. Pour aujourd'hui, c'est fini, Alix. Exactement. Donc, les indications sont de mise pour aujourd'hui et pour l'avenir. Nous, on vous retrouve demain déjà pour terminer cette semaine, cette dernière semaine du mois de décembre. Et on se revoit le lundi avec beaucoup de joie pour la dernière. Préparez-vous à rire au maximum. Préparez-vous à vivre de grands moments de pur bonheur. Pour cette 12e édition de Bonjour, la RTI vous offre 2 dates avec vos humoristes préférés, avec le Bifort le 28 décembre 2018 à l'Atrie 20 et le 29 décembre à la salle Anoumabo du Palais de la Culture de Trècheville. Bonjour 2019, 2 dates, 2 spectacles inédits et explosifs. À suivre. Bonjour, un concept RTI.